Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis. Alors, une fois encore, quoi de neuf? Alors, quoi de neuf, mais vous m'en voudrez pas, Eric, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. Voilà. Donc, quoi de neuf dans une cocotte minute qui a déjà mijoté pas mal de projets intéressants. Donc, Eric Carrel, qui était déjà venu nous voir d'ailleurs, qui démarrera cette émission. Il se lance, mais je pense que vous en aviez déjà parlé, mais vraiment de manière importante dans le vélo. Alors, le vélo partage, c'est de ça dont on va parler. À base de vélo électrique, on est là sur un phénomène, évidemment, qui est un phénomène puissant. Donc, on va raconter tout cela. Ensuite, on continuera, comme on le fait depuis le début de la semaine d'ailleurs, à explorer les mutations du commerce. Là, pour le coup, c'est un jeune homme, je le dis comme ça, il n'est pas encore arrivé, mais assez impressionnant. Vous allez voir, ça s'appelle Stockly. L'idée, c'est de mutualiser les stocks pour les e-commerçants. Et en fait, alors c'est l'un des mots-clés quand on parle d'Amazon, la fameuse longue traîne. On en a parlé d'ailleurs quand on en avait reçu le patron de Havas Paris, qui a écrit un petit bouquin très intéressant sur le modèle Amazon. Et sur le moment où Jeff Bezos lui-même s'est rendu compte que ce qui fonctionnait, c'était pas les blockbusters dans sa librairie, c'était justement les livres qu'on n'arrivait pas à trouver. Voilà. Et c'est ça le sujet finalement, assez souvent pour le e-commerce, c'est d'être en capacité d'ouvrir son catalogue massivement. C'est cette capacité que Stockly veut offrir à énormément de e-commerçants, donc il nous racontera ça. Et puis on terminera avec un auteur de roman. C'est assez rare, mais en même temps, les gars qui écrivent, je ne vais pas dire qui écrivent sur l'économie, qui écrivent sur l'entreprise, et qui surtout, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour décrire le travail que fait Aurélien Bélanger, qui constate ce qui se passe dans l'entreprise. Il n'y a pas de jugement. Aurélien Bélanger, je ne sais pas si vous aimez Michel Houellebecq, par exemple, mais il se revendique d'une école de Houellebecq. Et donc, c'est une écriture très efficace, voilà, je vais le dire comme ça, qui ne juge pas, qui constate l'entreprise. Il s'est intéressé aux télécoms, il s'est intéressé beaucoup à l'aménagement du territoire, il s'est intéressé au TGV. Là, il s'intéresse au monde de la télévision. Et donc, on finira l'émission avec lui. C'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec Eric Carrel. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Multi-entrepreneur, la marque et l'entreprise, je pense, la plus connue de tout ce que tu as créé, c'est WeThings. Et là donc, nouvelle dimension, enfin est-ce bien vraiment une nouvelle dimension? D'ailleurs c'est un des éléments dont je veux parler avec toi. Mais donc c'est une fusion en bonne et due forme, c'est pas une alliance, c'est une fusion entre ta start-up sur le vélo partage qui s'appelle Zouv, et puis alors le groupe Smooov et Smooov & Go qu'on connaît bien, puisqu'il l'avait repris avec, mais on en reparlera de ça aussi, les dégâts que l'on connaît, le contrat de la ville de Paris à JC-Deco. Donc c'est une fusion en bonne et due forme. C'est une union où l'une des entreprises apporte ses actions à l'autre, et donc les deux entreprises sont ensemble avec les mêmes actionnaires, la somme des deux actionnaires. Voilà. Et toi, tu restes actionnaire important. Tout le monde reste. Tout le monde reste. Aussi bien les trois fondateurs de Zouv que les actionnaires investisseurs de Zouv, et bien sûr les actionnaires qu'il y avait chez Smooov, qui étaient essentiellement Mobivia. Voilà, alors Smooov, il faut le dire, Mobivia, VIA-ID, le patron de VIA-ID, il est venu ici, je le dis juste d'un mot, parce que c'est quand même un truc qui m'intéresse énormément depuis de longues années. En fait, c'est le bon vieux groupe Noroto, qui fait de la réparation automobile, qui se rend bien compte qu'à un moment, il va falloir évoluer, et qui, depuis 10 ans, finance, je crois, tout ce qui a été intelligent, intéressant, novateur dans les nouvelles mobilités. Enfin, c'est très impressionnant quand on regarde tout le portefeuille de... Et d'ailleurs, Ludovic Bertrand, qui est le chairman de cette nouvelle entité Smooov plus Zouv, est aussi le patron de la partie mobilité de roues à l'intérieur du groupe Mobivia. Voilà, et donc ils vont vraiment sur tous les aspects, parce que ça couvre, et on va en parler, énormément d'aspects. Ils vont vraiment sur tous les aspects. Ce sont des actionnaires qui voient le long terme, qui voient la transformation, et qui sont très volontaires sur préparer l'avenir. C'est ça qui est très, très agréable. Et qui te donnent des moyens, j'imagine. Exactement. Donc le but là, c'est à la fois de réunir la force de Smooov, qui a 50 000 vélos à travers le monde, dans plus de 25 villes, et puis la technologie de Zouv, qui a mis sa technologie à Bordeaux, sur le plateau de Saclay, et maintenant avec les vélos Pony qui sont à Grenoble et dans Paris. Et qui offre en fait à la fois un vélo complètement connecté et qui essaye de tirer parti des données. Moi, je suis toujours dans ce triptyque produit-service-données, c'est-à-dire comment, à partir des données, on arrive à améliorer un service
à travers un produit qui fournit ces données. Et on crée une spirale vertueuse parce que plus on a de données, plus on peut améliorer le produit, meilleur on offre un service. Et en fait, c'est ce que nous a montré Steve Jobs en 2007. C'est ce que nous montre Elon Musk aujourd'hui. Et c'est ça qu'on essaye de créer dans le domaine du vélo. Vas-y, en précision. Pourquoi redonne-moi un peu le lien entre Jobs et Elon Musk, là. Si tu veux, ce qui s'est passé avec l'iPhone, c'est que pour la première fois, il y a quelqu'un qui a considéré qu'il fallait qu'il fasse attention à l'utilisateur de son produit pendant toute la durée. C'est pas comme quand tu achètes un réfrigérateur où on te le donne et on espère qu'on te reverra jamais parce qu'il y a juste une garantie de 2 ans. C'est au contraire, on espère qu'on te reverra souvent et que cette expérience, on va t'accompagner pour l'avoir de la meilleure façon possible et que cette expérience qui est lisible du coup à travers les données va permettre d'améliorer le produit. Et aujourd'hui, ce qui permet d'améliorer le produit, c'est en fait ces données qui remontent. Et ça, si tu veux, c'est ce que fait Elon Musk. Elon Musk, on dit, il a fait des voitures électriques, mais entre guillemets, c'est facile de faire une voiture électrique, on voit bien. Ce qui est difficile, ça va être de révolutionner la batterie, ça va être de révolutionner la conduite autonome, et il le fait à travers les données. Eh bien, nous, on fait la même chose à travers les vélos, donc une mobilité partagée, douce et électrique. La vraie rupture pour toi, c'est pas d'avoir fait un téléphone dont on allait plus se servir pour téléphoner. Non, c'est d'avoir fait un produit en amélioration continue. Oui, si tu veux, la rupture qu'il y a eu à cette époque avec le monde des opérateurs, c'est que jusqu'ici, on avait des téléphones qui n'étaient suivis par personne et des opérateurs qui étaient censés nous offrir le service, mais qui ne s'occupaient pas du terminal. C'est-à-dire, en fait, notre vraie expérience, personne ne la regardait. Et là, on est venu dans un monde où, finalement, tout produit devient un service. Il n'y a plus d'un côté le service, de l'autre le produit, puis entre les deux, débrouillez-vous. Tout produit devient un service. Et ce produit, il est même nécessaire pour avoir un retour sur ce service. Oui, voilà, c'est ça. Et tu as probablement vu que Google et Amazon font des produits. Ils ont racheté Nest, qui avaient racheté Dropcam, ils ont racheté Ring pour Amazon. Ils font des capteurs dans la maison, ils ont fait Alexa pour l'un, Google Home pour l'autre. Ils ont besoin de ça pour comprendre et préparer le coup d'après. Eh bien, nous, c'est pareil, c'est ce qu'on fait chez WeThings, c'est ce qu'on fait chez Invoxia, et c'est ce qu'on fait chez Zoov. Et c'est ce qui a intéressé Smoove, et ce qui fait qu'on se réunit aujourd'hui pour profiter de leur puissance, pour profiter de cette capacité qu'ils ont eu à aller dans plein de villes à travers le monde, et de cette volonté d'aller ensemble vers un leader européen. On va le voir. Alors, je crois que c'est ton vélo qu'on va voir. On va voir alors là, c'est la vidéo. Voilà, là, ça c'est ton vélo. On voit les deux, et celui de face, oui, c'est Zoov, et l'autre c'est le vélo Smoove de la ville de Paris. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce vélo ? C'est-à-dire, est-ce que tout bêtement, le design de ce vélo, il a de l'importance. On a Marc Simoncini qui a mis, lui, toute sa puissance médiatique, et je m'en félicite, au service de son vélo Angel, où on comprenait bien que le design était très important. Derrière, il y a l'usage, il y a tout ce qu'on aime, le design était très important. Est-ce que c'est important, ce qu'on voit là à l'image ? Le design est important, mais toute l'expérience est importante. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on met dans le design. Est-ce que c'est juste la forme ou est-ce que c'est la totalité de l'expérience ? Donc, les capteurs qu'on met à l'intérieur, là, il y a une quarantaine de capteurs avec plusieurs accéléromètres, des magnétomètres, etc., qui permettent, par exemple, de comprendre quelles sont les difficultés qu'il y a sur la route, quelle va être la pression des pneus, est-ce qu'il y a plusieurs personnes sur le vélo, etc. Tout ça dans un but très simple, quand on fait de la mobilité partagée, c'est de favoriser la bienveillance et de prendre les moyens techniques pour lutter contre la malveillance. La malveillance, on ne lutte pas avec des morceaux de fer plus durs, des verrous plus solides, etc. Ça, quand on fait ça, eh bien, en fait, on s'occupe des malveillants, on ne s'occupe pas des bienveillants. La bienveillance, ça consiste à s'occuper de la meilleure expérience pour ceux qui veulent juste avoir une bonne expérience. Et puis les autres, c'est à nous, avec notre technologie, de savoir lutter. Très concrètement, quand ce vélo est pris par quelqu'un qui ne l'a pas loué, entre guillemets, avec quand il est volé, quoi, disons-le, quand il est emprunté ou pris, il se met à sonner. Et donc ce qu'on voit, moi je le. Et tu peux pas arrêter la sonnerie, j'imagine. Alors tu peux pas l'arrêter. Mais elle s'arrête quand tu laisses le vélo. Et donc, si tu veux, avant le vélo, il était cassé. Là, le vélo, il est pris. Au pire, il est laissé par terre, mais en fait, il n'est pas cassé. Donc, il est réutilisable. Et donc, finalement, c'est vertueux. Ouais, très bonne expérience. Qu'est-ce qu'il y a comme autre capteur ? Alors, effectivement, c'est ce que je n'ai pas précisé. Ton sujet, c'est la mobilité partagée. Oui. Ça, c'est très important. Voilà. C'est très important parce que
on croit tous que le hardware qui est nécessaire pour nous mouvoir, il va falloir le partager. Il évolue technologiquement, donc c'est intéressant de le partager. Et puis, pour des raisons qu'on connaît tous au niveau des matériaux, il faut pouvoir le partager. Et au fond, c'est bien plus intéressant d'avoir un vélo, quel que soit l'endroit où je suis, à ma portée, que d'avoir mon propre vélo. Après, la difficulté, c'est s'assurer que ce vélo, il va toujours être dans la meilleure forme possible. Il va être maintenu avec la meilleure efficacité économique. Et donc, c'est tout ce que permet les données et le suivi à distance du vélo. Mais pourquoi? Enfin, j'en sais rien. Tu prends comme postulat, il vaut mieux avoir un vélo là où j'en ai besoin que mon vélo. J'en sais rien, moi. Alors, je trouve, par exemple, le modèle, parce qu'il y ressemble furieusement, le modèle Île-de-France. Ouais. Donc, c'est Véligo, Véligo, ouais. voilà. Où, en gros, tu loues, finalement, ouais, ce qui est ton vélo, et tu as la garantie de l'avoir tout le temps, en permanence, aux heures de pointe, etc. Là, on trouve que c'est une très bonne expérience et on est tout à fait pour ce genre d'expérience. Ce qu'on trouve aussi, c'est que si tu veux, toutes les offres de transport sont complémentaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas peut-être prendre un morceau de métro, tu vas peut-être prendre un bus, tu vas peut-être prendre un train. Et à la fin, ou au début, tu as besoin entre deux de vélos. Et là, le vélo partagé, c'est bien parce que tu ne vas pas mettre ton vélo. Il y a des gens qui mettent le vélo dans le train, mais enfin, c'est quand même un peu difficile. Ouais. Et donc, nous, on essaye de pousser cette proposition de partager. Et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que dans toute la mobilité partagée, on a beaucoup entendu parler des véhicules partagés, des voitures partagées, des trottinettes partagées, on en a beaucoup entendu parler dans Paris, mais en fait ça représente une minorité des trajets en partage. La majorité, c'est-à-dire 75 à 80%, c'est du vélo partagé. D'où ce secteur qui nous intéresse beaucoup et qui en plus s'est développé énormément avec le Covid. Le Covid a été un phénomène d'accélération, ouais, pour les raisons que l'on connaît, et les villes en fait en ont profité pour accélérer le déploiement des infrastructures spécifiques, et ça partout en Europe. Et donc c'est une opportunité absolument magnifique. Ce qu'on voit à Paris, effectivement, est assez... ce que tu vois à Paris... assez largement partagé. Après, on peut s'interroger sur la couleur jaune, mais il paraît que c'est le code de la route qui l'impose, voilà, c'est comme ça. Oui, et puis de toute façon, ça va, avec le temps, ça va s'améliorer, etc. Il faut laisser le temps au temps, mais en fait, tous les cas, il y a une vraie volonté. Où est-ce que... parce que, comme tu le dis, ça se développe, et donc il y a quand même de gros acteurs qui rentrent sur ce marché. Là, à côté de chez nous, d'ailleurs, hein, il y a donc... c'est Jump. Je suis toujours perdu, je dois dire. Jump, c'est Uber, hein, c'est ça? Ou Jump, c'était Uber, et maintenant c'est Lime qui a repris. Voilà. Lime, donc le champion de la trottinette partagée, justement. Enfin, voilà. L'un des. Mais oui, qu'est-ce qui va faire la différence, Eric, à ton avis, dans le... Alors, déjà aujourd'hui, sur la mobilité partagée avec infrastructure dans la ville telle qu'on la connaît sur le Vélib, il y a 3 acteurs dans le monde, et Smooth est l'un des 3. Oui, parce que il y a absolument, c'est ça aussi que je vais préciser, il y a soit il y a une station de recharge, voilà, soit le vélo, soit le vélo est free floating, soit ce qu'a inventé Zouv aussi, c'est des stations légères qui permettent de mettre sur une place de parking 15 vélos en les collant à 25 cm les uns des autres à travers des aimants et en pouvant les recharger. C'est ce qu'on appelle la station... Alors c'est ça que tu appelles, parce que j'ai lu ligne d'énergie partagée. Oui, alors... ligne d'énergie partagée, voilà. On a une station très légère qui s'installe en quelques minutes sur une place de parking, qu'on électrifie. Qui est l'émetteur d'énergie. Qui est l'émetteur d'énergie. Et tous les vélos qui viennent s'y coller à travers des aimants vont pouvoir partager leur énergie. Et ils vont même pouvoir partager leur énergie entre eux. C'est-à-dire que le dernier qui est au bout, comme le premier caddie que tu prends quand tu vas au supermarché, c'est celui qui doit être rechargé, puisque c'est le premier qui va être utilisé. Donc on va se dépêcher de lui donner de l'énergie, et ainsi de suite pour les autres. Et ça, si tu veux, ça permet, dans des endroits compliqués, de mettre beaucoup de vélos dans une zone très, très, très dense. Et puis ça réduit l'infrastructure, évidemment. Ça réduit les coûts d'infrastructure. Et donc tout ça est complémentaire. Et donc on croit beaucoup à cette alliance entre Smooth et Zouv, aussi pour cette raison-là, qui est que de toute façon tout va vers le vélo électrique. L'expérience de la ville de Paris, c'est que la part du vélo électrique croît énormément. Et puis l'accès à l'énergie est essentiel. Et donc on est très heureux de pouvoir travailler avec cette offre très partagée qui va effectivement du swapping, ce qu'on appelle le swapping de batteries, c'est-à-dire des gens qui viennent changer les batteries à un certain nombre d'endroits. Ça va même jusqu'à la location longue durée, comme le fait Véligo, où c'est l'utilisateur lui-même qui recherche sa batterie. Après, les stations légères et les stations... Et donc, voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'offrir toute la diversité de ces modèles. C'est d'être capable de L'idée, en fait, prendre. C'est à terme d'offrir une proposition sans couture de mobilité partagée. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où tu es,
tu peux avoir envie d'avoir ton vélo en permanence rien que pour toi, mais il y a des moments où dans la vie, tu vas avoir besoin d'un vélo pour 10 minutes, pour une demi-heure. L'un des points importants, parce que c'est les collectivités locales qui déploient tout ça. Donc l'un des points importants, c'est les relations avec les collectivités locales. Bien sûr. Ouais. J'imagine que l'expérience de Smooth là-dessus, donc tu l'as dit, c'est 50 villes, c'est ça? Non, 23 villes. Ouais. 50 000 vélos, 23 villes. Ouais. Elle est très importante. Elle est très importante. Compliquée à rattraper pour toi. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la ville de Paris est, hors Chine, le premier site de vélo électrique partagé au monde en nombre de trajets. Ouais. Il y a plus de 200 000 trajets par jour, les grands jours, et c'est la plateforme la plus efficace au monde. Alors, bien sûr. À quel prix À quel prix, à tous les sens du terme? Parce que le temps tourne vite et c'est une question qu'il faut qu'on pose. Oui. Aujourd'hui, si tu veux, la mobilité partagée, c'est comme le métro, c'est comme tous les transports partagés. Il faut que les 3 acteurs qui y sont liés y participent. L'utilisateur, l'entreprise et l'agglomération ou la communauté. Ouais. Et c'est ce qu'on voit avec le métro et c'est ce qu'on va voir aussi à terme avec la mobilité partagée. Donc on voit que les entreprises sont encouragées à participer à cette mobilité partagée. Il faut bien sûr que l'utilisateur y participe aussi. Il faut que la collectivité y participe aussi parce que sinon, économiquement, c'est pas rentable et les gens ont envie de prendre leur voiture. Si on veut les pousser, il faut les aider. Travailler avec JC Deco, ça à un moment, t'as regardé ce que tu pouvais faire? Parce que c'est un autre modèle de financement, pour le coup, qui est très intéressant. Alors, le modèle JC Deco, je crois, évolue. Je ne le connais pas très bien au niveau du vélo. Bon, là, il se trouve qu'on s'est rapproché pour un tas de raisons il y a un an. D'accord, la question ne s'est pas posée. Et puis, ça matchait bien. Il y a eu un fit et donc on a été très heureux de travailler avec Smooth. Qui a quand même beaucoup appris dans il a énormément le naufrage au départ. Je m'étais enthousiasmé, moi, quand la mairie de Paris, je dois le dire très franchement, qu'un contrat pareil soit en fait confié à une PME ou à une ETI, on va dire, c'était un formidable signal. Bon. Après, force a été de constater que dans le déploiement du truc, ça a été un naufrage. Alors, on ne va pas revenir sur le passé. Non, mais c'est intéressant. La difficulté, elle est liée à un tas de paramètres qui ne sont pas uniquement l'entreprise elle-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien, c'est de plus en plus efficace, et on voit que les utilisateurs se ruent dessus avec une préférence de plus en plus grande pour le vélo électrique. Mais ça, c'est super intéressant. Ça, c'est évident. Je sais que le prochain appel d'offres de Smooth, c'est à Marseille. Ça fait vraiment partie des villes où tu as, c'est intéressant que tu prennes l'assimilation avec Steve Jobs, parce que pour moi, c'est du domaine du téléphone portable, en fait, comme rupture de la façon dont on peut appréhender la ville. Et sur une ville comme Marseille, vous la connaissez, ces collines qui sont vraiment très, très rudes, mais ça change tout. Tout à l'expérience que tu peux avoir dans une ville comme celle-là. C'est extraordinaire. À quel prix est-ce qu'on devient, parce que leader européen, tu as de grandes ambitions. Vous avez de grandes ambitions oui, on a de grandes ambitions et on va aller faire une levée de fonds. Notre premier boulot ensemble, ça va être d'aller faire une levée de fonds. Ce qui n'est pas mon travail préféré, mais ça fait partie de la vie. Tu as quand même une belle expérience. Je commence à en avoir fait un certain nombre. Voilà. Non, parce que ça va être une forme de course de vitesse entre les différents acteurs. Je crois qu'il y a 2 acteurs européens qui sont... Oui, c'est une course de vitesse, mais c'est aussi une course à la technologie, c'est-à-dire que et à l'utilisation des datas. Il faut bien comprendre que les données nous permettent d'apprendre énormément et il faut vraiment le faire à l'américaine aujourd'hui. Et c'est ça que je pousse et c'est pour ça que je pense que Smooth nous a choisi aussi. C'est cette idée que la plateforme, l'intelligence artificielle nous permet de comprendre des choses bien plus vite et bien plus efficacement que les anciennes techniques. Et donc ça veut dire quoi, le faire à l'américaine? Ça veut dire vraiment se brancher sur tout ce que les données peuvent apporter. Mettre la technologie en premier et vraiment faire en sorte que le plus rapidement possible, on utilise toutes les améliorations qui se font en mécanique, en électronique, en logiciel, en deep learning, en apprentissage profond, pour offrir le meilleur service. L'idée, c'est le meilleur service grâce à la technologie et bien sûr avec une puissance commerciale forte. Éric Carrel, donc, comment s'appelle ce nouvel acteur? C'est Zouv, le nouvel acteur? Non, c'est ton... Pour l'instant, on garde les 2 noms, Smooth et Zouv. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas encore de... Et puis, on va voir au fil du temps. Il va falloir trouver une marque commerciale. Éric Carrel, donc, notre invité sur Bismart. Merci, Stéphane. On repart, les amis, alors avec un autre entrepreneur, mais alors celui-là, entrepreneur débutant, même si, Elliot, je l'ai dit dans le sommaire... impressionnant. Le prend surtout pas mal, mais start-upper à l'ancienne. J'ai vu un pitch de toi.
Et il y a longtemps que j'en avais pas vu des comme ça. C'est-à-dire avec une espèce de détermination absolue sur la puissance du modèle. Voilà. Et tu sortais du pitch de 2 minutes, surtout pas te mettre la pression, mais en gros, ton message c'était « cherchez pas les mecs, voilà, j'ai tout compris, tout est en place et on va défoncer tout le monde ». À commencer par Amazon. Et tu commences par là. Tu dis que donc, Stockly, tu vas nous expliquer ce que tu veux faire, mutualisation des stocks pour les e-commerçants, mais tu commences, et ça a été pour moi une révélation, tu dis le killing factor d'Amazon, c'est le catalogue et les stocks. Dis-moi un petit peu pourquoi, comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. Bon, déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tu disais tout à l'heure, le prends pas mal. Bah non, tu dis que des trucs incroyables. Je peux non, pas mais on pourrait se dire, tu vois, il y a une espèce de truc mécanique et tout, mais non, je ne suis pas une machine. Non, si, quand même un petit peu, je pense, mais bon. Non, j'espère pas. En tout cas, je serais pas au courant. Mais non, c'est super. Merci beaucoup de me recevoir. Et en effet, ce qu'on pense que tu dis, le killing factor, je pense que c'est un très bon mot d'Amazon et puis des plus gros players, c'est le fait qu'ils aient des assortiments très très larges et des catalogues très très larges, ce qui fait qu'à la fois ça génère un trafic monstrueux. Tous les clients viennent sur leur site parce que naturellement tu as beaucoup plus de portes d'entrée sur ton site quand tu as un catalogue très large, parce que tu vas taper n'importe quoi sur Google, tu as beaucoup plus de portes d'entrée sur ton site, quoi. Et ensuite plus de conversion, parce que quand tu viens chercher quelque chose, tu as plus de chances de le trouver si tu as un catalogue monstrueusement large et profond à la fois, avec beaucoup de stock. Et c'est l'unfair advantage, le killing factor, ce que tu dis. Tout à fait. Voilà, tout à fait. le truc qui tue tout. À tel point d'ailleurs, si on va au bout, c'est que tu dis tu vas sur Google, tu vas plus sur Google en fait. Tu vas directement sur le moteur de recherche d'Amazon. C'est ça le truc, quoi. Tout à fait. Qui devient d'ailleurs, avec cette espèce de cercle vertueux incroyable, qui devient lui-même un facteur de publicitaire. Et donc Amazon est en train de devenir en fait un acteur de la publicité en ligne parce que tu vas directement sur le site. Exactement. Et nous, on pense que cette situation-là n'est absolument pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monopole qui va se créer parce que c'est pas désirable et c'est pas du tout une situation qui est une fatalité. On veut donner cette puissance-là à tous les acteurs du marché en faisant du stock une commodité, en permettant à n'importe quel acteur du e-commerce d'aller piocher du stock dans une source infinie qui est en fait la mutualisation globale des stocks de tout le monde qui sont disponibles en ligne. Mais les stocks de tout le monde, alors c'est là où ça commence à donc agrège en temps réel les stocks de plusieurs centaines de partenaires, c'est ça, dans toute l'Europe. Bon. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un de tes clients prestigieux? Je crois que c'est les Galeries Lafayette, par exemple. Oui, bien sûr. Je peux donner un exemple des Galeries, qui est un des premiers gros sites vraiment avec qui on a lancé. Raconte-moi comment, parce que les Galeries, ça veut dire, les Galeries vont aller piocher dans les stocks de leurs concurrents, alors Oui, tout à fait, qui sont d'autres retailers autorisés ou des marques directement et qui vont avoir des catalogues qui se recoupent avec eux. Je donne un exemple. Il y a un consommateur qui va aller acheter une paire de chaussures d'une certaine marque en taille 40 sur le site des Galeries. Voilà. Si les Galeries l'avaient dans leur catalogue, mais ils l'ont plus, elle n'est plus disponible à la vente, au lieu d'afficher une rupture et de dire non, désolé, on n'a pas assez de stock, on ne peut pas te servir, pauvre consommateur, non, ils vont lui montrer grâce à Stockly que le produit est vraiment disponible. Et nous, derrière, on va faire le lien et on va rediriger la commande derrière la scène à un de nos 300 suppliers qui matchent potentiellement cette commande et qui vont l'expédier en marque blanche au client final. Donc pour le client, c'est complètement indolore, c'est-à-dire qu'il va acheter son produit au même prix sur le site des Galeries Lafayette. Ce sera la même expérience client parce qu'il va avoir payé le même prix, le même nombre de jours de livraison. Donc on s'engage directement sur la qualité. On va y aller sur la logistique ensuite. Moi, je veux déjà d'abord comprendre pourquoi, on va dire, ma basket Nike que je vais aller chercher sur le site des Galeries, elle va peut-être provenir d'un stock de, je dis n'importe quoi, de GoSport. Et pourquoi est-ce que GoSport il va accepter d'aller filer sa basket aux Galeries et de rater une vente? Les deux vont y gagner. Parce qu'à la fois GoSport, on lui dit là, tu as la possibilité de vendre ce stock maintenant à tel prix. Galerie, lui, il a envie de garder son consommateur. Ils vont partager la marge. Donc c'est une question de juste une opportunité à saisir. GoSport, si lui, il attend sagement que le client arrive chez lui, il a une chance sur 1000 que ça arrive. Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que le consommateur, quand il rencontre une indisponibilité, ce qu'il va faire la plupart du temps, c'est abandonner. Ou alors, si vraiment il tient vraiment à cette basket, il va peut-être aller regarder dans le commerce physique, ou même si vraiment il a envie d'aller acheter sur un autre site concurrent, GoSport, pour qu'il parie que c'est sur lui que ça va tomber, parce qu'il y a des centaines de sites qui font la même chose. Oui, je comprends. Il ne va pas prendre ce pari-là. Donc il préfère, si on lui donne l'opportunité de vendre tout de suite, il va prendre l'opportunité que Stockly lui propose en disant ok, c'est bon, on achète ton stock à un prix qui est déterminé à l'avance, qui va se substituer en gros à son coût d'acquisition GoSport, au coût qu'il aurait eu pour faire la vente par lui-même.
Et puis Galerie va prendre une marge sur la vente. Il faut le voir, et pardon, mais le visualiser pour bien comprendre le truc, parce que c'est impressionnant. C'est-à-dire, effectivement, tu prends une capture d'écran du site de Galeries Lafayette et tu as juste la taille 40, et puis après Stockly, bim, toutes les tailles qui sont disponibles. Ça veut dire que Galeries Lafayette, peu importe après, ils savent, eux, que tu vas aller chercher cette basket sur tel stock. C'est-à-dire, ils te font confiance, c'est toi qui gères, tu vas la chercher, tu te débrouilles. Ou en partenariat, vous dites que vous pouvez aller puiser dans tel ou tel stock. Alors c'est un mélange des deux. Évidemment, ils nous font confiance parce qu'on leur garantit, encore une fois, on peut en parler après, mais la logistique, qualité d'exécution des commandes. Beaucoup la logistique. Mais on va leur garantir évidemment l'authenticité des produits. On va piocher que chez des retailers officiels autorisés par les marques. On reste vraiment dans un réseau très précis. Oui, parce qu'il y a ça aussi, effectivement. Bien sûr. Oui, voilà, mais donc, tout à fait. Tout ça, c'est que Galeries Lafayette, il va nous déléguer cette compétence-là, d'aller vraiment agréger le stock de tous ces gens-là et puis aller mettre toute l'intelligence et toute la machinerie pour pousser les bons stocks au bon moment. Et puis après, parfois, proactivement, ils vont nous dire « Ok, nous, on aimerait bien que vous preniez contact avec cette marque, ou alors il y a cette marque, nous, on n'arrive pas à les brancher, c'est hyper compliqué, est-ce que vous pouvez les mettre dans vos tuyaux ?» Et derrière, ils peuvent aussi nous pousser chez certains de nos partenaires commerciaux parce qu'ils n'arrivent pas à faire ils ont besoin de nous pour simplifier le process de vente. Quelle histoire quand même. Et effectivement, c'était une des questions que je voulais poser, c'est il faut que tu t'assures, Galeries Lafayette, c'est quand même un nom, quoi. Donc, il faut que tu t'assures que ça va être la bonne basket, dans de bonnes conditions, que c'est pas une copie, que c'est pas... Enfin, voilà. Non, ça, c'est... bien sûr. Ouais. Ah bah oui, mais comment est-ce que tu fais, toi, pour aller inventorier l'ensemble des stocks qui sont partout en Europe ? Parce que tous nos partenaires, il y a des checks dans tous les sens, on a des process extrêmement précis. On a une équipe de plus de 10 ingénieurs surdiplômés, Oui, mais c'est pas un coup d'ingénieur surdiplômé, ça. À un moment, c'est un coup d'audit, il faut aller... Il y a en effet du process opérationnel pour aller vérifier que les retailers chez qui on achète sont vraiment des retailers officiels, authentiques, etc. Et puis après, il y a tout un aspect technique où on va suivre les moindres détails sur toute l'opération d'une commande. Et donc, on va savoir combien de temps exactement tel partenaire met pour expédier un produit. À chaque fois qu'il y a un écart, ça va générer des flags. On a des statistiques très précises. Donc, tout ça, c'est suivi avec une technique très, très pointue. Et alors après, donc la logistique. Parce que la logistique, c'est presque un métier en soi, finalement, Elliott. Et quand on voit, donc, Galeries Lafayette, donc forcément la Redoute, et j'ai beaucoup parlé avec Nathalie Bala ou avec les Trois Suisses, c'est-à-dire toute leur relance, elle s'est faite autour de la logistique, finalement, aujourd'hui. Et là encore, comment est-ce que... tu travailles avec les meilleurs, comment est-ce que tu garantis la qualité du service logistique, puisqu'il faut bien comprendre que c'est toi qui en fait va expédier cette fameuse paire de baskets au client. On ne va pas l'expédier physiquement, on va s'appuyer sur la logistique existante de tous nos partenaires. C'est eux qui expédient avec des contraintes ou des SLA, un minimum de services qu'on leur demande, c'est-à-dire ils doivent expédier en marque blanche, en packaging neutre, en respectant certains critères. Et à la fin, cette garantie, on l'a par de la tech, par de la technologie. C'est parce qu'on va faire des scores super précis, on va attribuer, on a des critères d'attribution des commandes, on va suspendre quand il y a une anomalie prononcée chez un partenaire qu'on peut repérer à l'avance ou qu'on repère, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit écart sur les statistiques qu'on leur demande de respecter. Donc tout ça, c'est suivi très précisément par de la technique, mais physiquement, on s'appuie sur la logistique de nos centaines de partenaires. Et alors, tu as des chiffres assez impressionnants quand même. C'est-à-dire ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne sur le pitch que j'ai vu, les chiffres sur les Galeries Lafayette, en un mois, c'était quoi? Tu les as en tête, évidemment? Oui, on a augmenté avec Galeries, on augmente entre 5 et 10% du volume d'affaires sur les catégories sur lesquelles on travaille. Donc il y a vraiment ce qui est très naturel parce que... Entre 5 et 10%, mais toutes les semaines, parce que les chiffres que j'ai vus, moi, ils étaient plus impressionnants que 5-10%. Alors je sais pas, dis-moi quel chiffre tu as vu. Je sais plus, mais justement... Pose-moi une question précise sur un chiffre et je te dis avec grand plaisir. C'était plus impressionnant que 5-10%. Sur un mois, Galeries Lafayette, sur un mois de travail avec Stockly, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires e-commerce ou sur les catégories que tu opères. C'est de l'ordre de 10%. C'est de l'ordre de 10%. Ça veut dire qu'en fait, avant Stockly et après Stockly, tu as juste un boom parce qu'on complète plein de trous dans tous les sens. Et puis après, c'est des chiffres qui continuent d'exploser. On ne peut pas trop en communiquer dessus parce qu'on ne veut pas révéler non plus trop les chiffres de nos partenaires directs. Mais en effet, les chiffres sont assez impressionnants et c'est pour ça que je reste un peu peut-être aux chiffres de la vidéo que tu as vu à l'époque. D'accord. Elliott, c'est l'heure des dark tout. Des dark stores, des dark kitchen, des dark, etc.
là, tu es en train aussi peut-être de faire naître une nouvelle activité de dark store. C'est ça? C'est-à-dire, moi, en fait, avec Stockly, je vais, en me branchant sur leur techno ou avec une autre techno, voir tout ce qui est trendy, etc., machin, constituer mes stocks et arroser l'ensemble des magasins qui auront besoin de moi. Enfin, il y a une nouvelle activité là, intéressante. Je pense que dans toute l'évolution de Stockly est très liée aussi à l'évolution des places de marché sur Internet. C'est-à-dire qu'on s'intègre dans un marché où il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur propre stock à eux. Et nous, ce qu'on dit, très bien, tu vas puiser dans le puits infini de stock qu'est Stockly. Et ça, c'est dans toute une évolution globale du marché qui est OK, maintenant, on va s'étendre, on va faire du dropshipping, vendre des stocks d'autres gens. Et puis, voilà. Et nous, on veut être vraiment ce stock mutualisé. Dans toutes les places de marché, il y a toujours une logique au bout d'un certain moment où la supply, le côté fournisseur, ceux qui vont vendre sur les places de marché ou expédier les produits, ceux qui possèdent le stock, commence à se professionnaliser. En effet, nous, c'est déjà le cas naturellement parce que tous nos partenaires chez qui on achète, qui vont compléter les ruptures des autres ou donner des produits disponibles aux autres sont déjà des professionnels. Et en effet, il y a des tendances parfois que de plus en plus deviennent très spécialistes de stocker, expédier les produits. Et ce qui est très bien parce que plus ils sont forts en expédition, en exécution, en qualité de service, plus la chaîne de valeur, plus tout le monde est content sur la chaîne de valeur, quoi. Maintenant, on observe ça progressivement et je pense que ça c'est un phénomène global dans toutes les logiques de place de marché, quoi. Super intéressant. Merci Elliot. Fondateur de Stockly. Tes clients, ils sont en France aujourd'hui, ils sont partout dans le monde. Partout en Europe. Partout en Europe. Vraiment, on considère l'Europe comme un gros pays. Et voilà, et on continue à s'étendre sur toute cette géographie-là. Et d'ailleurs, on a encore plein de postes ouverts. On cherche à recruter des nouvelles personnes en finance, en account management pour gérer la relation commerciale avec les retailers qui sont en France, en Espagne, au UK, en Italie. Ah oui, c'est plus seulement des ingénieurs maintenant, c'est la relation commerciale. Bien sûr. On a une équipe à peu près moitié ingénieur et moitié opération et puis business. Et puis on cherche aussi, surtout toutes ces catégories, finance, account management et puis tech. On continue à recruter en tech. Bonne histoire. Stockly donc, Elliot James avec nous sur Bismart. Et on repart les amis, on repart donc pour une discussion avec Aurélien Bélanger, écrivain. Salut Aurélien. Bonjour. Je crois, j'y réfléchis depuis que Aurélien Bélanger, donc le premier bouquin, ton premier bouquin qui pour moi avait été un sacré choc. Il y a 15-16 ans que je brasse la matière des entreprises. Et c'est la première fois que je lisais un roman, non pas sur l'économie, mais un roman sur l'entreprise, finalement. Peut-être la première fois depuis Balzac. J'ai lu ici ou là que tu aurais aimé écrire Les Illusions perdues. C'est vrai que tu aurais aimé écrire Les Illusions perdues? C'est quelque chose qui... C'est l'un des romans que j'ai le plus lu. Je l'ai lu 3-4 fois. Et oui, non, c'est vraiment très très réussi. Et puis ça donne presque la structure classique du roman français avec un récit d'apprentissage doublé d'un rapport Paris-Province hyper intéressant. Et un Paris qui est à la fois le Paris de la modernité, qui est celui de la presse et de la publicité, de tout ce qui apparaît aujourd'hui, et qui est aussi le Paris des sociétés secrètes. Donc ça donne une trame romanesque en fait assez géniale. Dis donc, j'y pensais pas, mais c'est vrai que le rapport Paris-Province, parce qu'il y a pas mal de trucs qui t'intéressent, et le rapport Paris-Province, il est partout dans tes bouquins. Alors on va dire Paris-Province ou Paris-Banlieue, voilà. On va dire oui. centre de décision et puis les corps extérieurs qui essayent d'y entrer. C'est vraiment propre, oui, c'est vraiment quelque chose qui est hyper central dans le récit national, qui me parle moi personnellement, parce que je suis né en Mayenne, j'ai grandi en banlieue et après je suis venu habiter Paris, mais qui est vraiment une structure presque paradigmatique française, et on ne peut pas interroger la France sans ça. Et d'ailleurs c'était hyper intéressant à tout niveau, mais l'affaire des Gilets jaunes a prouvé que c'était la revanche de la géographie sur l'économie, et chose qu'on avait un peu oubliée, et des sortes de fondamentales comme ça qui revient. Et tes héros sont souvent, là on va parler de télé-réalité, mais alors le tout premier, alors tu le dis d'une phrase d'ailleurs, on peut essayer de mettre des noms derrière les héros que tu mets dans tes romans. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est pas très intéressant en fait. Le premier, la théorie de l'information, tout le monde a dit c'est Xavier Niel. Oui, ça y ressemble furieusement, mais à la limite, c'est pas ce qui t'intéresse. Non, c'est pas ça qui donne l'intérêt au roman, vu qu'il n'y aura pas de révélation sur le personnage. C'est ça. C'est plutôt
C'est plutôt pour Xavier Niel, en l'occurrence. Moi, je voulais parler d'Internet et de cette révolution-là, un peu comme d'une uchronie. Du coup, j'avais ce truc français génial qui s'appelait le Minitel et que du coup, on pouvait raconter l'histoire d'Internet comme si ça avait été inventé en France dans les années 80. Ouais. Et l'une des personnes qui faisait la jonction entre les deux, qui avait fait fortune dans l'un et dans l'autre, c'était Xavier Niel. Donc ça tombait sur lui. Et Stéphane Courby, je voulais raconter la télévision, la modernisation. Donc ça, c'est celui de réalité, qui est beaucoup moins connu. C'est pour ça, j'allais pas. Non, c'est un personnage qui est beaucoup moins connu, que personnellement même je ne connaissais pas. J'avais un peu enquêté comme ça sur plein de choses. Lui, je l'avais pas vu. Et ça raconte la mainmise des producteurs sur la télévision. Ça raconte la modernisation de la télévision. On va y aller. D'abord, moi, je veux ce que je disais, c'est-à-dire. Alors, je vais te lire. Le prends pas mal. Mais voilà, je vais te lire parce qu'il faut comprendre en quoi je trouve que c'est fascinant et que ça va éveiller quelque chose à vous si vous aimez les entreprises et l'économie, mais l'économie des entreprises. Donc, on démarre avec ton héros qui est donc en province, effectivement, un jeune ado mal dans sa peau et qui va découvrir le plan comptable général. Le monde entier chaotique, ça va être un peu long, pardon, mais j'aime ça. Le monde entier chaotique rentrait soudain dans le plan comptable général. Les montagnes comptent 21 141 carrières, comme les usines comptent 21 311 ensemble immobilier industriel. Sébastien, donc c'est le nom du héros, avait instinctivement compris le sens de tout cela, la différence entre le capital impérial et les immobilisations toujours un peu regrettables. Il était tellement plus à l'aise là-bas, dans ces rectangles colorés, dans le jeu de loi de la faillite évitée de justesse, des emprunts renégociés au dernier moment, de la formation brute de capital fixe, sculptée à même le temps, que dans son inutile vallée des Préalpes drômoises. Quelles que soient les choses que les hommes pourraient inventer, le plan comptable général était là à leur service. Un livre aux pages toujours ouvertes, dont ils étaient les héros. Tout possédait un sens et une nomenclature, tout s'harmonisait. À la fin, si on avait bien rangé les choses, dans un récit unique, joyeux, infalsifiable. Les outils mal rangés de son père dans l'atelier, 21,55 outillage industriel. Les vieux bidets, oui, parce que son père est plombier, les vieux bidets désinstallés et inutilement gardés, 39,71, dépréciation des stocks de marchandises. Ces vieux bidets dans lesquels il entreposait en vrac des joints de toute taille et des rouleaux de filasse, 32,28, fournitures d'atelier et d'usine. Et alors c'est la chute qui est magnifique, Aurélien. Tout cela composait un monde à ce point complet qu'il possédait même des catégories attribuées à l'énigme du mal. 416, clients douteux ou litigieux. C'est superbe. Pardon, mais c'est superbe. Voilà. Mais tu as une volonté comme ça d'intégrer l'entreprise, la microéconomie dans la réalité des gens. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça, la façon dans ta démarche d'écrivain, justement? Bon, je dois préciser que je suis pas comptable. Moi, j'ai fait un bac littéraire, mais j'ai vu mes camarades en section STT, le nouveau bac G. Tous les sont bons, tous les codes sont bons. J'ai vérifié et j'ai refait lire ces pages par un ami dans la finance qui a vérifié chez Seos. Il m'a dit qu'il ne hurlait pas. Disons que, en tout cas, quand j'ai écrit le livre, ça a été un vraiment de bascule, parce que j'ai commencé le livre comme ça. Ça s'est dépassé assez rapidement au début, et j'ai senti que je tenais mon sujet là parce que j'avais trouvé un peu ce qui allait faire le caractère distinctif de mon personnage. Là, je le tenais, là, c'était plus une entité, et je le tenais par ce truc abstrait, qui est quelque chose... plus que l'entreprise, c'est quelque chose qui fascine dans l'économie, parce que l'économie, elle est absolument partout, elle est absolument totale, elle est un mode de description du réel, et c'est difficile à raconter. Donc, par le filtre du plan comptable général, de la comptabilité, on peut faire rentrer la totalité des choses dans le monde. Et donc, c'était un outil romanesque fascinant. Et puis, ça me permettait de raconter la bascule entre une petite PME artisanale familiale et le futur empire qui serait créé, et quel pouvait être l'équilibre entre les deux. Mais une économie c'est le mot que j'ai trouvé, une économie que tu constates. Jamais tu ne juges. Franchement, on en a des romanciers qui écrivent sur les entreprises, et ceux qui aiment Bismart... c'est pas possible, quoi. Voilà. Jamais tu ne juges. C'est parce que c'est le point de vue d'un jeune naïf qui veut réussir. Son ambition initiale... Naïf, dis donc, il l'est pas naïf. Si, parce qu'au début, son ambition, c'est de devenir le premier comptable de la Drôme. Donc ambition louable, et il existe probablement. Mais on imagine que peut-être... mais au début, il voit pas plus loin que ça. Donc, donc, je lui fais successivement découvrir le monde avec cette entité qui flotte, qui s'appelle Paris, qui est la télévision. Enfin, cette sorte de
Paris étant la métonymie, de la télévision étant la métonymie de Paris, etc. On ne sait pas tout à fait ce que c'est, mais ça le fait rêver. Et donc il y a une sorte d'histoire, mais que je trouve très balsacienne, très feuilletonesque, d'intégrer des cercles successifs. Il comprend très vite la puissance de l'argent. Je cherche, tu as une phrase formidable sur, mais je vais la réciter quand par il cœur. observe... Tu as une phrase formidable sur ce qu'est un entrepreneur. Il avait compris que sa fortune devait être non pas un état, mais un outil. C'est ça que tu écris. Hein. Complètement, Voilà. Tu l'écris mieux que ça. Parce qu'en fait, il est au restaurant, du coup, avec un petit cercle d'entrepreneurs dromois. Mais un outil. Et il comprend pas pourquoi ils négocient. Ils le font pas par radinerie. Il comprend pas pourquoi ils négocient. Il y a l'addition qui arrive, il y a plein de pièces, etc. Et puis il recompte l'addition. Il comprend pas. Et en fait, là, il comprend que il va falloir entretenir un rapport différent avec l'argent, juste de simple accumulation, juste de simple admiration. En fait, voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que c'est le truc dont je suis moi personnellement absolument incapable. Comment est-ce qu'on utilise son argent pour faire autre chose? Tu sais que c'est une des grandes phrases de Bernard Tapie. Ça, je sais pas si tu le sais, Aurélien. Dans ce moment qu'il faut que tu regardes, qui est un moment incroyable de l'audition de Bernard Tapie il y a je sais pas combien de temps, devant la commission du Sénat qui remet en cause l'arbitrage et notamment les 40 millions de préjudice moral. À un moment, il s'énerve et il dit mais bon Dieu, l'important c'est pas l'argent que vous me donnez, c'est ce que je vais en faire. C'est pas mal. Bon argument, effectivement. Hein, il aurait pu. Bon, alors rentrons ensuite dans. J'ai encore un. À un moment, tu lui prêtes une fascination pour l'émission Capital. Tout à fait, oui. Que j'ai partagé, que je crois beaucoup de ceux qui nous regardent, qui ont un certain âge, il faut bien le dire, ont partagé pour Emmanuel Chin. Toi-même, moi, c'était amusant parce que j'étais en seconde et du coup, il y avait un cours de SES, de sciences économiques et sociales, et j'avais un prof extrêmement paresseux et il faisait pas cours et il nous diffusait Capital. Du coup, j'ai découvert Capital en cours. En plus, c'était génial. Mais c'est génial, mais bravo à lui. Et Capital, c'était les incrustations. Bon, je lui mets cette fascination. À un moment, ça expliquait comment être rentable si on vend des sandwichs de gare. Ouais. 3 ingrédients on est rentable, 4 ingrédients on n'est pas rentable, quelles sont les techniques, etc. Et c'est ce côté, moi, que j'avais un peu découvert aussi à l'époque de Xavier, mon livre sur Xavier Niel. C'est Xavier Niel devient milliardaire parce qu'en fait, il se réveille la nuit pour calculer des différences de 0,1 centime sur des abonnements. Et voilà, c'est cette espèce de passion folle qui fait qu'à la fin, ça marche. Ouais. Les infographies, Emmanuel Chin, il appelait ça clouter un sonore. C'est-à-dire, il disait, ça suffit pas que quelqu'un dise quelque chose. Bim, bim, il faut le clouter. Et donc, il faut mettre, et tu sais, c'est ces fameuses phrases, soit le gars disait 30 €, soit 3 fois 10 €. Tu sais, voilà, c'était ça. Et qui restera un outil génial, par exemple, qui fait que les vidéos de brut, on les regarde parce qu'on peut les regarder silencieusement parce qu'elles sont sous-titrées, et qui restera aussi un vrai outil de la télé-réalité, de souligner, insister. Enfin non, tu le sais pas, mais Brut a un problème justement avec l'économie, avec les entreprises. En fait, c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien aborder, parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont intelligents, parce que ce sont des journalistes. Et en fait, leur public, très jeune, leur reproche presque de s'intéresser aux entreprises, de s'intéresser au capital, de s'intéresser à... Oui, donc ils y vont, j'imagine, par les angles de la philanthropie. Oui, enfin, ils y vont comme ils peuvent y aller, mais ils ont des problèmes à y aller. Donc, histoire d'une ambition et, comme tu l'as dit, d'une transformation profonde du modèle de la télévision. Mais attendez, parce que même si la télévision ne vous intéresse pas, Aurélien Bélanger, il va plus loin. Parce que globalement, ce que tu nous racontes... La télé-réalité, ok, on va raconter la télé-réalité, mais pour toi, la télé-réalité, elle est deux choses. Elle est je crois que c'est à un moment l'un de tes héros, alors celui-là on le reconnaît aussi, c'est John de Mol, le patron d'Endemol, qui dit c'est la première grande réelle ambition européenne. Complètement, oui. Parce que c'est quelque chose de frappant en fait. Quand on allait à l'étranger, quand on voyait les vedettes de télévision nationale, elles n'étaient absolument pas connues en fait. La télévision européenne ne fonctionnait pas en fait. Il y a eu une première tentative impériale, c'est les années Berlusconi, le rachat de la 5, l'équivalent pour l'Espagne. Ça s'est un petit peu cassé la gueule. Et dans un second temps, il y a eu cette idée que l'empire, on pourrait pas le créer avec des chaînes. TF1 aussi avait essayé, alors que TF1 était énorme par rapport aux autres chaînes. Ils se proclamaient première chaîne d'Europe. Sauf qu'ils étaient extrêmement français. Canal+ avait une filiale espagnole, Absolument. etc. Et l'idée de génie d'Endemol, c'est donc de faire une sorte de laboratoire d'idées, de fabriquer des formats et de vendre les formats à tous les pays du monde. Alors qu'avant, c'était plutôt quelqu'un avait une bonne idée, faisait un bon format et puis on allait au MIPCOM à Cannes et puis on le vendait au monde entier. Là, le produit, c'est de le vendre absolument partout. Et le Big Brother fera l'objet en 2000 d'un lancement global. Aurélien, ça va plus loin. John de Mol, il dit à un moment, ensemble, donc il est néerlandais, les amis, ensemble nous allons terminer la réforme avec un grand R, réunifier l'Europe, achever sa grande sécularisation. Les phénomènes pan-européens sont rares, celui-ci dit quelque chose de l'âme européenne. C'est
C'est le lecteur de Weber en moi qui parle. Il faut que tu me racontes, Weber, c'est quoi? C'est-à-dire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est cette idée, pourquoi est-ce que le capitalisme naît comme ça en Rhénanie et quelle est sa liaison avec le protestantisme? En quoi ça engage le grand récit européen, que les gens se mettent à travailler pour sauver leur âme, puis au bout d'un moment oublient la notion, la partie morale, mais restent beaucoup plus travailleurs que les autres. Voilà, bon. C'est quelque chose... Mais c'est intéressant, vas-y. C'est quelque chose qui est intéressant, parce que moi, quand j'étais jeune, les Pays-Bas, c'était le pays du mariage gay, le pays de la dépénalisation de l'euthanasie, du cannabis, c'était le pays libéral. Et on savait qu'il y avait cette histoire, que c'était un peu le laboratoire de la modernité, une sorte d'enclave moderne au sein d'une Europe qui était déjà moderne. Mais c'est là où s'expérimentaient encore les choses. Et du coup, voilà, c'est pas complètement un hasard si la télé-réalité, qui est quelque chose d'un peu sulfureux, etc., mais qui est un vrai produit nouveau, naît là-bas. Et ensuite, l'autre chose, c'est que la fameuse épine dorsale, une sorte de banane bleue spirituelle, c'est réussir à faire ce qu'ont fait les grands peintres et les grands mécènes de la Renaissance, c'est relier les Flandres et l'Italie. Trouver un spectacle pan-européen. Et il y a la grande... John de Mol, Berlusconi. Exactement, voilà, la grande télévision européenne, elle va se faire comme ça. Et donc, à un moment, il faudra que la France a toujours eu un problème avec la banane bleue. Elle veut en être, elle n'en est pas complètement, mais il fallait que la France soit prise dans l'équation. Alors, c'est là où on est saisi d'un doute, parce que est-ce que tu le penses, ou est-ce que on doit être immergé avec tes héros? Mais on va dire que John de Mol, Berlusconi... c'est pas la peinture flamande et la Joconde, tu vois, ça, à un moment t'y mets. Alors je te relirai là d'ailleurs, allons-y tout de suite parce que là, non, mais je pousse un peu l'idée, mais je pense que l'intuition est bonne. L'intuition, c'est que c'est de la fabrication d'images extrêmement intensive. Endemol est le groupe maintenant est le premier producteur de télévision de flux au monde. Ouais. Donc d'un côté il y a Disney pour tout ce qui est les télévisions un peu chic, pour la télévision un peu sale, on va dire il y a Endemol. C'est pas rien de faire autant d'images, et puis les images, les gens les regardent, elles sont chez les gens, elles sont dans des boîtes, elles sont sur des écrans, etc. La peinture de la Renaissance était beaucoup moins vue. Évidemment, c'est pas les mêmes enjeux spirituels, mais bon, oui. Alors, bon, c'est le lecteur de Debord en moi dit que à un moment, le capital s'est transféré dans les images, est devenu autonome ou je ne sais pas, etc. Et que si on veut comprendre ce qui se passe, il faut lire vraiment les images. Et à un moment, je pense que ça marchait bien avec la télé-réalité, parce que s'il y a bien un genre télévisuel qui a été méprisé, c'est celui-ci. Il a jamais été regardé. Ah oui. Et il y a eu quand même des choses, donc j'exagère en faisant de l'apparition de Loana dans une piscine, l'équivalent de la naissance de la Vénus de Botticelli. Ouais. Mais ça, je pense que je pense que je suis pas loin du vrai. Donc Loana, à peine créée, la télé-réalité nous a offert grâce à elle l'équivalent de la naissance de la Vénus de Botticelli, la beauté pure, sortie de sa petite piscine et livrée entière et nue au scalpel de nos yeux. Je pense que ça marche. Et son destin ultérieur est compliqué, et effectivement, il y a quelque chose c'est aussi un spectacle de cruauté, bien sûr. Tu sais, alors, je prends la liberté de le raconter parce que vous l'avez peut-être vécu vous aussi. Moi, il se trouve que je suis dans une grande rédaction à ce moment-là, je suis à Europe 1. Et donc c'est à 20h sur M6, je crois, le premier loft, c'est 20h ou 19h, enfin c'est fin de journée, le monde s'arrête. Dans les rédactions, je n'ai vu ça que pendant la Coupe du Monde de football 98, peut-être, la série de pénalty de France-Italie, c'est-à-dire cette façon, évidemment, le 11 septembre, enfin voilà. Mais pardon de ce rapprochement, mais la façon dans une rédaction... Il aurait fallu un urgent pour la mort du président de la République pour nous faire bouger. C'était quelque chose. C'est dingue. Moi, j'avais ce souvenir-là des polémiques incroyables et de ce qui s'était passé. Et c'était il y a pile 20 ans. C'est pour ça que, enfin, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est ça. C'est que ça a l'air anodin, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Alors, il s'est passé quelque chose à tel point. Alors, juste parce que le temps tourne très vite, mais et sur l'économie de la télévision, tu saisis quelque chose de très important. J'ai l'impression que les professionnels n'ont pas encore compris. C'est la première fois, en fait, où les contenus allaient devenir plus importants que les chaînes. Complètement, voilà, complètement. Ouais. C'est le génie d'Endemol, c'est ça. Et ils font de l'argent comme ça. Les chaînes, ils trouvent leur compte parce qu'elles font de la publicité aussi, évidemment. Mais le grand empire qui naît, c'est Endemol. Oui, mais ça annonce Netflix, en fait. Ça annonce exactement Netflix. Ça annonce aussi, si on prend les héros de télé-réalité, ça annonce ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. On va y aller, ça. Tu vas plus loin, ça annonce Donald Trump. Et ça annonce Donald Trump. En fait, la télé-réalité, je pense que c'est une figure de transition qui explique et la fin de la télé et le début du monde d'après. Donc, contre toute attente, je pense que c'est un bon objet. Alors que c'est très méprisé, la télé-réalité. Oui, non, mais et puis là-dessus, tu démontres le chose. Mais juste, restons sur cette histoire de contenu, parce que ça annonce Netflix, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin, et c'est tout le problème des chaînes aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça n'a plus aucune importance.
Il y a eu l'étape intermédiaire qui a été la TNT. Et la télé-réalité éco-naturelle de la TNT. C'est le moment où d'un coup, moi j'ai grandi dans un monde à 3-4 télés. Et puis d'un coup, ça s'élargit brutalement. Donc la télé-réalité, c'est facile à faire, facile à produire. Elle va prendre les 15 chaînes ou quelques-unes des 15 chaînes. Effectivement, l'étape d'après, mais qu'on savait depuis toujours, auquel on se préparait, c'est effectivement Netflix. Ouais. Netflix, les réseaux sociaux, parce que, alors, donc, allons-y sur la télé-réalité. Donc, tout à coup, ce héros, donc, on va pas tout raconter d'ailleurs, mais donc, il découvre la télé-réalité, ok, grâce à John de Mol. Il est un peu inquiet quand même. Hein. Au début, il se demande où est-ce qu'il est quand il commence à visiter en fait le premier. Oui, parce que c'est un peu le mal. Ça ressemble un peu. Il y a des barbelés. Univers concentrationnaire, c'est dingue. Complètement avec un côté. Est-ce qu'on n'est pas en Europe en train de refaire une connerie qui est très proche des débats qu'on avait à l'époque dans les tribunes des journaux, etc. Ouais. Et donc tout à coup, il se rend compte. On était là face à une représentation parfaite, homothétique de la société, à sa réduction à quelques personnages connus de tous, la bimbo, le beau gosse, la grande gueule et le ténébreux. Tout était envisageable. Alors j'ai coupé un bout, mais tout était envisageable en réalité, absolument tout. Repris de justice, drogué, prêtre, femme sur le point d'accoucher, patient en fin de vie. Tout ce qu'on voudrait en fonction des objectifs d'audience et des annonceurs escomptés. Ça, c'est devenu en fait les réseaux sociaux. C'est-à-dire, la télé-réalité, elle n'a jamais pu aller jusque-là. Effectivement, parce qu'il y avait des limitations, il y avait le CSA, il y y avait des barrières. Oui. Tu crois pas qu'il y a notre... Et puis notre conscience. Oui, notre conscience. On parlait de la réforme des protestants, de tout ça. C'est vrai, je vous dis ça, c'est important. Quand même un peu. Mais c'est les réseaux sociaux, en fait. Non, oui, effectivement. Et cette énigme de « mais ils deviennent célèbres alors qu'ils n'ont rien fait », voilà. On va complètement l'accepter. On va appeler ça des influenceurs et la question est réglée. Et alors, c'est là où ça débouche et où tu dis c'est central, parce que ça débouche sur la politique. À un moment, tu dis, en fait, Nicolas Sarkozy est un héros de télé-réalité. On a élu un président... ce que j'ai découvert, surtout, c'est que John de Mol, quand on lui demande comment il a eu l'idée de Big Brother, il dit, en observant le projet Biosphère 2, qui était de fabriquer une serre en Arizona pour reproduire des conditions dans un habitacle lunaire ou martien. L'un des actionnaires à l'époque, l'un des promoteurs, à l'époque, c'était un producteur hollywoodien, c'est Steve Bannon. Donc Steve Bannon est impliqué à la base dans l'un des premiers projets qui donnera la télé-réalité ensuite. Et in fine, ça fait 14 culbutes et ça donne Donald Trump qui sort... de The Apprentice, très grosse émission de télé-réalité professionnelle américaine, et qui devient président des États-Unis. Donc c'est dingue en fait. Et ceci est vrai. Et c'est factuel. Et c'est factuel. C'est ça, voilà, c'est ça. Ce qui est assez impressionnant. Quand je fais une recherche, je tombe sur Steve Bannon là-dedans, je fais non, c'est dingue quoi. Et il refait la même chose. Steve Bannon, je ne sais pas si vous le suivez aujourd'hui, il a fabriqué une sorte de... Il est dans un monastère en Italie, il est en train de s'en faire expulser, il fabrique une sorte de Vatican parallèle dans un monastère dans la montagne italienne, on ne sait pas ce qu'il fait. Bon, mais tu parles aussi de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, c'est pas un secret qu'il y a eu des liens s'il y a trois, ça t'en parle pas, mais c'est là où c'est tu dis la différence entre Stéphane Courby et Nicolas Sarkozy. Complètement. Ils sont... je l'ai déjà raconté, mais le gag, c'est que moi j'ai travaillé pour un livre qui s'appelle Le Grand Paris sur les années Sarkozy et j'avais pas vu Stéphane Courbis parce que je le confondais avec Roland Courbis. Les deux personnages n'ont strictement rien à voir, mais l'homonymie. Entraîneur de football. Exactement. Donc absolument rien à voir, mais voilà, du coup ça tombe bien, je l'ai pas vu, comme ça j'ai pu le sortir plus tard d'un tiroir. Ouais. Mais Nicolas Sarkozy, oui, a commencé dans un reality show avec ce moment dingue où en direct il va sortir un enfant de la prise d'otage de Neuilly. 93, ouais. Et Nicolas Sarkozy, sa vraie culture, il fait semblant maintenant de regarder des films et lire des livres, mais on sait très bien que sa vraie culture est télévisuelle. C'est un homme qui a regardé la télé, c'est un enfant de la télé, il adore la télé, il est interventionniste, il a été interventionniste avec la télé, etc. Et ça raconte aussi tout ça, oui. Et tu crois qu'à un moment, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment, Stéphane Courby, donc grand-père de la... grand-père, je dis pas grand-père, il est encore jeune d'ailleurs, hein, c'est un des trucs très intéressants de cette carrière, mais a pu conseiller Nicolas Sarkozy comme il conseillait Loana et les autres. Au fait, elle a pas gagné, Loana. Hein. Tu dis à un moment qu'elle a gagné. C'est pas elle qui a gagné. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faudra faire un rectificatif. C'est vrai. Oui, mais bon, elle a gagné. Enfin, symboliquement. Mais je te dis, c'est le DJ, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et Loana, non, c'est vrai, ouais. Donc, tu crois que Nicolas Sarkozy, sérieusement, à un moment, il s'est dit, il faut que je fasse comme ces jeunes gens-là? Non, pas à ce point-là. Non, je ne pense pas, non. Non, par contre, ce que j'imaginais, c'est parce que j'ai une obsession depuis quelques années, c'est l'échec systématique du Sud français à produire des élites. Je ne vois pas d'élite politique venue du Sud.
beaucoup de Bretagne, de Normandie, Île-de-France évidemment. Je cherche, et du coup, à un moment, je dis tiens, je vais en faire un empereur du Sud. Il va assumer, parce qu'il a un accent provincial au début, qui l'empêche d'accéder vraiment à la télévision. C'est pour ça qu'il va en coulisses. Et je me dis tiens, ça pourrait être marrant d'en faire un empereur du Sud. On a eu Bernard Tapie, évidemment. Mais qui depuis ? Mais il n'est pas du Sud, Bernard Tapie. Qu'est-ce que tu... Non, mais il est associé à Marseille. Enfin, mais il est Parigot, tête de veau, il est de Drancy. Effectivement. Bah oui, non. Et donc, je me dis, c'est quand même très, très bizarre que le Sud n'ait pas produit d'élite. De grande élite politique nationale. Donc, c'était aussi un petit fantasme que j'avais, fabriquer une élite du Sud. Et même pas sous la troisième. Oui, sous la troisième République. Oui, voilà, c'est ça, de la Cinquième République en fait. Depuis de faire Pasqua, il n'y a pas eu. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, de faire Pasqua. Oui, le sujet, c'est que tu me dis qu'il a un accent. Je n'ai jamais entendu le. Donc, il y a 16 ans que je brasse la matière économique, que j'ai vu tous les chefs d'entreprise importants, lui jamais. Et pour te dire à quel point. Ça, ouais. Ah, mais oui, mais à tel point que je me souviens. Donc il y a une structure qui s'occupe de la communication des grands patrons. Il y en a plusieurs, mais il y en a une très célèbre qui s'appelle Image 7. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai accepté de me déplacer pour rencontrer le gars d'Image 7 qui s'occupait de Stéphane Courby. Ah, même pas lui. Courby. Génial, ouais. Jamais je l'ai vu. Jamais j'ai entendu le son de sa voix. Je ne sais pas s'il a un accent. T'as entendu le son de sa voix, toi ? Alors, il y a une archive que De Chavannes avait présentée, parce qu'au début, il était associé avec De Chavannes. Il y a une archive où on le voit en petit, et De Chavannes montre l'écran, il est là. Et c'est genre une archive dégueulasse, on le voit en tout petit sur l'image. Et sinon, il y a un article, il y a eu un article de Vanity Fair sur lui, enfin, ma documentation, jamais je sais. C'est ça. Ce que tu as mis dans le roman, d'ailleurs, à un moment, il se dit qu'il va faire de la télé. C'est un livre documenté, la documentation m'a pris 10 minutes de lecture. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de réel, c'est ça. Non, beaucoup plus que ça. Et beaucoup plus que ça. Non, mais sur ce point précis, on voit tout le monde. On se balade avec et même le bateau, les différents bateaux, etc. Il y a juste, je voulais pas rater ça quand même non plus, parce que il y a un autre élément, mais d'ailleurs t'en parles sans arrêt dans notre interview, qui t'intéresse, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ça dit beaucoup de choses pour toi. Je voudrais retrouver la phrase à un moment. Donc tu te balades dans, je vais la retrouver. Hein, c'est le moment justement où il va aux Pays-Bas pour rencontrer John de Mol. Et donc, il est dans ce quartier, je ne sais plus où il est d'ailleurs. Toute identique et toute terminée, oui. Qui laisse penser, donc un quartier qui laisse penser que le monde est achevé, qu'il a atteint dans cette association de briques, de pelouses et de rues calmes sa forme définitive. Pardon Aurélien, mais c'est magnifique. Voilà. Mais c'est un sentiment réel que j'ai eu, ou aux Pays-Bas ou en Allemagne, le sentiment extrêmement dérangeant que c'est fini, mais c'est pas beau. Voilà. Ah oui. C'est pas beau. C'est pas beau. On n'a pas du tout envie d'y vivre, mais on voit que c'est fini. Alors qu'on se balade dans un quartier français, alors encore plus dans l'Italie ou au Portugal, Espagne, c'est pas fini. France, c'est intermédiaire. Là, c'est fini, mais ça donne pas envie. Donc c'est un paradis extrêmement bizarre. Et au-delà de ça, l'aménagement du territoire, tu trouves que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Tu as parlé rapidement, effectivement, des Gilets jaunes, qu'on laisse de côté. Tu parlais des élites du Sud, mais ce mépris pour Jean-Pierre Pernaut, pour l'ensemble de ce qu'il essaye de faire, justement, au contact de ceux qui n'ont plus la parole, tout ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou... Oui, non, enfin, le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, est vraiment un moment de sidération politique, parce que je surjouais le côté intégration à la bourgeoisie parisienne, mais on a vraiment senti, enfin, en plus, en ressenti d'arrondissement central, on a vraiment ressenti qu'on était attaqué par des gens qui vivaient à l'extérieur du château et qui avaient absolument raison d'être en colère. C'était ça c'était la légitimité de la colère. Et cette articulation, et puis il y avait aussi ce mépris que la colère a le droit de s'articuler, mais dans le langage bourgeois, civilisé, des intellectuels du centre. Et que là, la colère, elle était articulée beaucoup plus spontanément, mais bien articulée. Disons que l'objet politique a été très vite trouvé. L'objet politique, c'était une rébellion de la périphérie contre le centre. Et c'était une intelligence populaire assez spontanée qui était assez saisissante. Ouais. Les héros de télé-réalité, les présidents issus de la télé-réalité, toutes ces choses-là, enfin, tu crois que cette longue traîne, là, elle est là pour un moment ? Alors j'ai une hypothèse un peu bizarre, c'est que on a beaucoup dit que on a beaucoup remarqué que la grande variété et le grand cinéma français des 30 Glorieuses avait beaucoup de comédiens italiens, et qu'en fait ce qu'on appelait le cinéma français, la grande culture populaire de l'époque, était probablement l'un des récits d'intégration des populations italiennes au récit national. Je pense que la télé-réalité nous raconte, avec tout l'aspect dialectique et compliqué, l'intégration des communautés, on va dire, plus étrangères qu'italiennes, donc venues du Maghreb, venues d'Afrique, raconte leur intégration
à la classe populaire et deviennent la nouvelle classe populaire. Aujourd'hui, ça nous semble évident quand on voit des Italiens, enfin des Italo-français dans des films qui appartiennent à la classe populaire. La télé-réalité nous a enseigné qu'en fait, la classe populaire avait changé et qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus diverse que ça. Et la télé-réalité, comme on ne pouvait pas vraiment le dire frontalement parce que ça choquait l'image qu'on avait de nous-mêmes, la télé-réalité était l'une des façons dont on se l'est formulée. Dernier point, voilà, juste pour clore, parce que tu commences le bouquin là-dessus d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire, est-ce qu'on va encore lire des livres? Tu dis, la littérature a vu naître et mourir presque tous les arts, sans cesse elle s'est vue dépassée, oubliée, défaite, toujours elle est réapparue pour reprendre son interminable récit. Ouais, c'est un acte de foi, quoi. Hein, oui, mais, que tu poses, voilà, Aurélien, mais... la télévision, on voit que c'est quelque chose de cyclique et que là, elle est sur le déclin. Elle a connu une apogée dans les années 80-90. Sur le déclin, elle est sur le déclin dans ses chaînes hertziennes, etc. Et tout, mais non, effectivement, la consommation d'images n'est pas sur le déclin, évidemment. Gavé d'images. Il y a eu un transfert. Mais disons que la littérature, voilà, a un rôle. Elle a connu des époques peu fastes, elle a connu des époques fastes, mais elle a toujours été là. C'est un art perpétuel. L'opéra, c'est pas sûr qu'il soit pérenne. Et la profusion des écrans, l'explosion des images, tuera pas la littérature? Réponse en 10 secondes. Non. Et a même sauvé le théâtre, parce que la télé-réalité, c'est du théâtre. C'est du grand théâtre populaire, et on pensait que c'était mort, et c'est revenu. Aurélien Bélanger, donc, télé-réalité. Voilà, les amis, c'était Bismart, et on se retrouve demain.